Il y a 2 services. Le service des polyhandicapés, où il y a les plus grands handicaps réunis dans cette institution. Et après, il y a la vitrine, ce que j'appelle la vitrine. C'est du handicap beaucoup moins lourd, et ceux-là donc sortent. Les moins tordus, les moins qui bavent, les moins qui crient, les moins... Voilà. Ces gamins arrivent dans l'établissement, on leur enlève leurs vêtements perso, ils n'ont pas de doudou, ils n'ont pas... les habits, c'est à tout le monde et à personne. Je crois que j'ai pas mis longtemps à comprendre qu'il y avait certaines choses qui me dérangeaient. Alors mon groupe, il était... La Benjamine avait 5 ans jusqu'à plus d'une vingtaine d'années. Un groupe de 12. Voilà. 12 à 2, c'est hyper compliqué. Et j'avais tellement peur de les casser. Alors ça a l'air très bête, mais ils sont super fragiles, ils ont... même si certains sont adultes, ils sont petits. Et c'est des enfants qui ne parlent pas. On est dans la communication non verbale. Là, vous faites le grand bain dans le monde du silence. Il n'y avait pas d'espace nuit et d'espace de toilette. C'était tout dans la même pièce. Et vous avez des résidents qui dorment dans des boxes de verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, enfin c'est des cages en verre, quoi. Et des dortoirs, c'est à tout le monde des personnes avec des lits superposés, enfin c'est du grand et vaste n'importe quoi, garçon-fille mélangés. Les baignoires, c'est extraordinaire. Parce que normalement, on a des lits-douches. Là, c'est en fait de grands éviers, c'est des baignoires sabots, mais qui surdatent. Et dans ces baignoires sabots, vous avez des transats faits maison, le pourtour est en fer, et c'est des espèces de sangles en tissu assez épais. L'eau sortait hyper chaude, hein, et les robinets sont hyper chauds. Donc le moindre genou qui touche à un robinet, vous pouvez les brûler. Et comme rien n'est adapté, vous êtes tout le temps en train de faire attention de ne pas faire mal à un petit. Le carrelage pas adapté, donc ça glisse. Il n'y a rien aux fenêtres. Donc tout le monde voit les gamins à la douche. Moi je sais que j'avais demandé à ce qu'il y ait au moins quelque chose sur les vitres pour cacher, mais non, parce que le château c'était à monsieur et madame. Et comme ça appartenait à monsieur et madame, il n'y avait pas de possibilité de mettre en place quoi que ce soit. Arrivé une fois que ces toilettes étaient faites, j'allais chercher le repas avec une autre collègue dans une voiture. Alors c'était la voiture verte. Dedans, on y mettait le linge sale, le linge propre, les poubelles et les containers pour la nourriture, tout mélangé. Sur le coup, comme c'est vos premiers pas et qu'on vous présente ça comme une normalité, pour vous vous faites pas attention, donc pour vous c'est normal. Je fais la même chose que tout le monde. C'est une institution qui est repliée sur elle-même. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Certains parents, on leur faisait visiter les bâtiments, mais les bâtiments VIP, de la vitrine. Les bâtiments tout beaux, tout jolis, tout neufs. C'est tout un tas de dysfonctionnements qui fait qu'à un moment donné, y a des dérives gravissimes. Et ça ne peut venir que de la direction, puisque le fil rouge qui est donné à l'institution, la méthode de faire, le mode de vie qui est donné aux éducateurs, ça vient forcément de la direction. Cessez de réfléchir. Ça, c'est la phrase qui me restera toute ma vie. La considération qu'ils avaient pour ces résidents, profondément, ça me choquait. Enfin, je comprenais pas, quoi. Et après, quand vous obéissez pas, vous êtes punis. Et les punitions, c'est... vous avez plus de week-end avec vos enfants, vous avez plus de mercredi, et vos plannings sont faits en sorte que vous pouvez plus conjuguer votre vie professionnelle avec votre vie familiale. Parce que ce sont les maîtres. Les maîtres. Moi, je me souviens des points de suture qui sont faits à vif, quoi. Voilà, parce que ces enfants-là ne ressentent pas la douleur. Et ça, c'est une parole d'un membre de la direction. Ces enfants-là ne ressentent pas la douleur. Mais c'est comme les contentions. Ces gilets-là qui sont faits par la lingère de l'institution. Franchement, au départ, j'avais du mal, quoi. Après, peu à peu, l'institution vous happe, et il y a des choses que vous finissez par faire par réflexe. Alors, vous faites ces gestes-là, mais dans votre tête, c'est super compliqué. C'est un peu le yin et le yang, quoi. Vous vous battez contre vous-même. Après, il y a ce que je veux bien vous dire et ce que je vous dirai jamais. Ça devait être 2009, je crois. 2009. Et c'était 14 heures et j'ai levé une résidente qui était adulte. Elle était à la sieste.
Et elle était franchement, mais alors pas en forme. Ouais, elle avait vomi quand je l'ai levée. Et je l'ai marqué sur le cahier de liaison et j'ai marqué clairement. Donc on l'avait retrouvée. À 15h, je devais aller chercher le linge et puis donc j'appelle une fille de la pouponnière pour qu'elle prenne mon relais. Et puis quand je suis arrivée, elle me dit « Ah ben tiens, elle s'est levée de son lit, elle est tombée d'un coup et du coup elle est tombée à terre. » Je l'ai mis en position latérale de sécurité. Et j'ai appelé un des membres de la direction. Et à 4h, elle n'était pas revenue à elle. Je l'ai marqué sur le cahier, enfin j'arrête pas de le dire quoi. Et il y a un autre membre de la direction qui m'a dit « Mais c'est un état comateux normal, va en durer 3-4 heures. » À 18h, elle n'était pas revenue à elle, donc j'ai dit mais c'est pas normal, il y a le repas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on me demande gentiment de mettre son repas dans le frigo. Je mets le repas dans le frigo et à 19h, elle était toujours dans le même état. Toujours en position latérale de sécurité, au sol, et elle était toujours pas revenue à elle. Et donc on me demande de la mettre dans sa chambre. Donc on l'a traînée sur le sol à 4 et on l'a mis dans sa chambre fermée à clé. Et j'ai pas eu le droit d'appeler les pompiers. Les secours ont été appelés à 7h30 le lendemain et elle est décédée. Clairement, elle est morte. Et on n'a rien fait. Et vous avez ça sur votre conscience et il faut que vous viviez avec. Et j'ai attendu, je me disais que c'était parce qu'il y a eu l'infirmière de nuit, il y a eu la veilleuse de nuit, et je me suis dit, les pompiers l'ayant amenée à l'hôpital va faire un signalement. Il fait, mais rien, il n'y a rien eu. La famille a déposé plainte, la plainte a été classée. Je suis rentrée en 2008 et en 2010, j'étais à 2 doigts de lancer la première alerte. Et je l'ai pas fait et j'ai été lâche parce que j'étais sous l'emprise de l'institution. Enfin, c'est monstrueux, et c'est pourtant vrai. J'avais peur et puis j'avais pas assez de preuves et j'étais pas psychologiquement encore assez prête pour pouvoir dénoncer. À pas vouloir parler, on s'enterre nous-mêmes. J'arrivais à la maison, mais combien de fois j'arrivais en pleurs, combien de fois j'étais forcément pas bien. Mais si j'ai fini par craquer et par dénoncer, c'est parce que j'allais basculer dans cette violence institutionnelle. J'ai attendu d'avoir les billes suffisantes pour pouvoir dénoncer et que ça soit entendu. Et à ceux qui me disent oui, mais t'as mis 6 ans pour dénoncer, ouais, mais je leur laisse ma place, quoi, avec grand plaisir. Parce qu'il faut être dedans, il faut le vivre pour arriver à comprendre. J'ai commencé un peu à m'intéresser, à aller chercher sur Internet. Et je suis tombée sur l'histoire de Bernadette et Christelle. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème. 95, premier signalement, rien n'est fait. 99, deuxième signalement, rien n'est fait. Et le pire de tout, c'est que les éducateurs sont condamnés. Et là, je me suis dit... c'est stop, quoi. Donc, je m'arrête le 17 mai 2013 et on fait ce signalement fin mai 2013 avec la CGT. Les box, les contentions, pas de projet éducatif, pas de visite au médecin, enfin, tout complet. Et là, juillet 2013, 3 jours d'inspection. Et puis, vient ce fameux rapport de l'Agence régionale de santé. Page 7. Si on laisse perdurer la situation, on laisse clairement perdurer une situation de maltraitance institutionnelle. Et ça bouge toujours pas. L'ARS dit, on n'a jamais vu ça de notre carrière, donc on est revenu le lendemain faire une visite, mais on n'a pas jugé utile de déposer plainte. Et en plus, nous on a saisi l'Organisation des Nations Unies sur ce dossier. Quand la France est auditionnée, le rapporteur de l'ONU, il est clair, net et précis. Page 11 en 38. La contention, l'enfermement, l'isolement sont considérés comme des actes de torture et de barbarie par l'ONU. Et c'est pas moi qui le dis. Et circuler, il n'y a rien à voir. Il y a eu 9 plaintes familles salariées. Tout a été classé sans suite. Enfin, c'est au-delà du réel, un truc comme ça. Octobre 2014, je monte avec d'autres professionnels et d'autres parents l'association Indignez-vous. Et je fais une interview pour LCI. Et forcément, on a parlé de l'IME. Et après, il y a eu une émission sur Europe 1. Et c'est ça qui m'a valu les 2 plaintes pour diffamation à mon encontre, mais en ma qualité de présidente d'association. Et j'ai été mise en examen en septembre 2015. Je me retrouve assise sur le banc des accusés. Et pendant ce temps, les dirigeants de l'institution sont dans l'impunité totale. Je ne sais pas ce que va donner le résultat du 21 novembre. J'espère la relaxe.
Et puis surtout reconnaître enfin que ces enfants ont effectivement été maltraités. Parce que vous avez toujours des cris, des odeurs, vous avez le visage de ces enfants qui vous reviennent et parce que ça vous brise votre vie. J'ai été licenciée en mai 2014 pour inaptitude à tout poste. Oui, j'ai tout perdu. Oui. Mais moi, le matin, quand je me lève et que je me regarde dans une glace, j'ai au moins ma tranquillité d'esprit de me dire que mais je participe pas à ça, quoi. C'est parce que c'est pas possible. Parce que ça fait 20 ans qu'on demande que cette espèce d'oligarchie, cette famille s'en aille, quoi.